Bien, bonsoir à tous. Alors oui, toute ma vie professionnelle, j'ai aimé le conseil et je l'ai de temps en temps pratiqué. En fait, ce que n'a pas mentionné Jean-François, c'est que j'ai commencé ma carrière chez Price, mais j'en suis sorti très vite, pour aller dans un groupe américain. Donc j'ai fait beaucoup d'international à ce moment-là. Et quand je suis rentré en France, c'est Deloitte qui m'a accueilli pour diriger et développer les activités de conseil. Mais là encore, au bout de 3 ans, j'ai été élu patron des activités françaises, donc je suis sorti un petit peu de ces activités de conseil. Puis ensuite, dans l'aventure Atos, j'ai senti très très vite qu'on avait besoin, à côté des activités de technologie, d'avoir des compétences métiers, et le meilleur moyen d'acquérir des compétences métiers, c'est d'acheter des sociétés de conseil. Alors j'ai commencé par acheter une petite société française très brillante qui s'appelait Odyssée, qui était petite, qui avait 4 associés, et ça m'a pris 1 an pour les acheter. Comme quoi, c'est plus difficile d'acheter une petite société qu'une très grande, parce que quand j'ai acheté SEMA, ça m'a pris 4 mois. Et donc, j'ai ensuite acheté les activités de conseil de KPMG aux Pays-Bas et en Angleterre, en profitant à l'époque de la pression qu'exerçait la SEC américaine sur les grands cabinets d'audit et de conseil, en leur demandant de séparer leurs activités d'audit et de conseil. Donc j'en ai tiré parti en achetant KPMG en Angleterre et aux Pays-Bas pour structurer au sein d'Atos les activités de conseil. Et puis depuis que j'ai quitté Atos, il y a une dizaine d'années, je continue d'investir dans le conseil de manière très, très active. Donc mon métier principal aujourd'hui, c'est d'être investisseur, mais un investisseur non seulement qui met de l'argent, mais qui est engagé dans les opérations dans lesquelles il investit. Alors, le conseil, aujourd'hui, est en phase haute et on peut dire que ça marche bien, ça marche même très bien, même si le marché français, en taille, est inférieur au marché allemand et même au marché britannique. Alors, le conseil, il est aujourd'hui porté en particulier par la vague extraordinaire de la transformation numérique, à la fois des sociétés, mais aussi des États et des administrations. Et ça appelle quelques commentaires. Et j'ai essayé de structurer mon intervention de façon à poser aussi des questions pour les 2 tables rondes qui suivront mon intervention. Alors d'abord, premier commentaire, les clients. Les clients ont changé, les clients ont évolué, ils savent mieux acheter aujourd'hui, bien mieux, les prestations de conseil et aussi les prestations d'informatique. Ils veulent, en général, avoir des consultants avec des qualités interpersonnelles fortes. Ils veulent avoir des consultants qui soient non seulement capables de concevoir, mais aussi des consultants capables d'exécuter. Et ça, c'est une différence importante par rapport à ce qu'on connaissait. Ils veulent aussi avoir des consultants engagés et courageux. Et quand je vois des présentations de sociétés de conseil, parce que de temps en temps je suis de l'autre côté, je trouve très souvent qu'il y a trop de slides et pas assez d'idées. Je trouve la même chose dans certains conseils d'administration d'ailleurs. Et puis, il y a surtout, je pense, le fonctionnement en interne des sociétés de conseil. Et là, j'ai quelques commentaires issus de l'expérience et même d'expériences récentes. D'abord, il y a un phénomène, les sociétés de conseil aujourd'hui achètent et recrutent des profils très différents, très variés, avec des consultants métiers, avec des gens qui viennent de la technologie, avec des designers parfois, avec des data scientists. Donc cette diversité même est beaucoup plus difficile à gérer à l'intérieur des cabinets de conseil. Il y a un phénomène depuis 2-3 ans d'une augmentation du turnover qui est réellement préoccupante.
Alors tout le monde accuse la conjoncture. Moi je crois que quand le turnover dans une société augmente, il faut toujours penser que ça correspond quelque part à des carences de management. Quand quelqu'un quitte une société, en général, il quitte un patron, il ne quitte pas la société, dans la plupart des cas. Donc, en face de ce turnover élevé, on doit s'interroger sur les méthodes de recrutement, sur les méthodes d'intégration, sur les méthodes de reconnaissance des gens. Et ça m'inspire immédiatement le fait que la gestion humaine des sociétés de conseil est extrêmement complexe. Et la première conséquence, ça concerne les associés qui dirigent ces sociétés. Quand j'étais le patron de Deloitte, on avait réfléchi aux critères d'admission au partnership. Et pour moi, il y a deux conditions essentielles pour devenir associé d'un partnership. La première, c'est d'être capable de générer du business. Et la deuxième, c'est d'être capable d'inspirer et de diriger des gens. Et je trouve que dans chaque cabinet de conseil, quand on fait accéder des gens à un poste de management, que ce soit manager ou associé, on devrait les former spécifiquement au management. Parce que très souvent, on nomme les gens à des postes de responsabilité pour de mauvaises raisons, sans s'assurer qu'ils sont capables effectivement de diriger. Et puis, il y a évidemment la capacité à travailler avec des clients. Donc dans les cabinets de conseil, le account management et la gestion des grands comptes sont absolument fondamentales. Et je trouve, dans beaucoup de cabinets que j'ai vus, que cette gestion des grands comptes n'est pas faite avec la rigueur nécessaire. Vous savez, dans une société, il y a deux moyens d'augmenter la cohésion. Il y en a un qui est incontestable, c'est les clients, et l'autre, c'est la formation. Donc la gestion des grands comptes, ça permet de faire travailler les activités ensemble, car le métier de conseil, c'est un métier extrêmement individualiste. Donc tous ceux qui dirigent des opérations de conseil savent que ça n'est pas facile de faire travailler différentes activités ensemble. Une société, c'est une communauté de gens au service des clients. Donc le client doit être le point de rattachement suprême. Alors dans les métiers du futur, il y a évidemment tout ce qui tourne autour de la transformation numérique, mais je voudrais, pour les tables rondes de tout à l'heure, vous parler peut-être de deux ou trois autres sujets. Et le premier sujet, c'est tout ce qui tourne autour des ressources humaines. Je pense que c'est probablement le type de conseil qui va le plus se développer, et je ne vois pas beaucoup de grands cabinets qui aient développé une expertise suffisante en la matière. Beaucoup de grandes sociétés sont en train de développer des programmes de leadership. Beaucoup de grandes sociétés sont en train de travailler sur l'encadrement intermédiaire, qui est la pierre d'achoppement de beaucoup d'entre elles. Donc ces sujets qui tournent autour des ressources humaines vont donner lieu à un développement du conseil tout à fait remarquable et très rapide. Et puis il y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la croissance organique. Les grandes sociétés du marché aujourd'hui, je parle de toutes les sociétés, qu'elles soient industrielles ou commerciales, elles ont un problème de croissance organique. Alors, si on est consultant, pourquoi ne pas s'attaquer à ce sujet ? Donc je crois que là aussi, ça promet de forts développements. Et puis le troisième sujet, c'est un sujet connexe au conseil, mais étroitement lié, qui concerne tout ce qui est formation et éducation. Là encore, avec l'obligation morale d'employabilité des gens qui dirigent des sociétés dans le futur, c'est un secteur dont l'ambition et la croissance est quasiment sans limite. Mais ça sera intéressant de savoir ce que pense la table ronde sur
sur ces sujets. Alors comment vont évoluer les activités de conseil? Alors d'abord, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute dans les sociétés d'informatique, dans les ESN, sur la nécessité d'avoir des activités de conseil. Ça vient de très loin. Une des premières sociétés à avoir démarré par le conseil, ça a été Computer Science Corporation, il y a très longtemps. Ils avaient démarré par le conseil. Et puis, après, il y a eu un certain nombre d'aventures qui ont été difficiles au départ, mais aujourd'hui qui marchent beaucoup mieux et qui montrent que c'était une évolution nécessaire. Vous vous souvenez, Capgemini achetant les activités de conseil d'Ernst & Young il y a quelques années, EDS achetant E.T. Kearney, ça a été un peu moins réussi, Price acheté par IBM, et on pourrait citer d'autres exemples. Donc, on va voir encore des acquisitions par les ESN de sociétés de conseil. Là encore, la difficulté, c'est effectivement d'intégrer des activités qui ne se gèrent pas de la même façon, mais c'est par les clients, à mon avis, qu'on arrivera à beaucoup mieux les intégrer. Je voudrais dire un mot d'Accenture, parce que je crois que c'est une réussite exceptionnelle. Je pense qu'ils ont été les premiers à, de manière harmonieuse, faire marcher la technologie et le conseil métier ensemble. Et surtout, c'est une société qui a généré une croissance qui a grandi par croissance organique jusqu'à un niveau extraordinaire, et qui a même été capable de changer en partie son modèle, puisque depuis 3 ans, ils achètent activement des sociétés. On peut dire qu'ils ont dépensé plus d'1 milliard d'euros en acquisition par an, chaque année depuis les 3 dernières années. Donc ça va rester un acteur majeur. Les Big Four, après les difficultés des années 2000, aujourd'hui, on reconstruit des activités de conseil très puissantes. Et si je prends un cabinet comme Deloitte, que je connais bien, il y a 20 ans, Deloitte était un cabinet d'audit avant tout. Aujourd'hui, et en particulier aux États-Unis, c'est un cabinet de conseil. Et l'évolution que l'on va voir, je pense que tous les Big Four vont devenir des très grands cabinets de conseil internationaux. Et il y aura une autre évolution importante, c'est que je pense que d'ici à 10 ans, ils seront devenus des sociétés intégrées plutôt que des agrégations de partnerships nationaux. Donc ce seront des concurrents extrêmement sérieux et des concurrents globaux. Un mot d'acteurs un peu particuliers dans le monde du conseil, c'est les grandes sociétés de publicité. WPP, Omnicom, Publicis. Donc, on a présenté ces sociétés comme des concurrents potentiels. Moi, je ne le crois pas, et je ne pense pas qu'on verra des grandes fusions telles qu'on a pu en parler entre un Capgemini et Publicis ou Publicis et Accenture. Je crois que ces opérations seraient extrêmement difficiles à intégrer, et le risque d'exécution serait tel, je pense que ça découragera tous ces acteurs. Je crois même qu'il faut observer ce qui va se passer dans ces grandes maisons de publicité. Pour les plus malins d'entre vous, il y aura probablement des opérations à récupérer parce qu'elles ne se seront pas bien intégrées. Alors je vais terminer sur les sociétés françaises dans le conseil. Je trouve que la France, à la fois dans le domaine des ESN, mais dans le domaine du conseil, a généré la création d'acteurs français très puissants, très significatifs, avec des résultats de très bonne qualité. Et
On a le phénomène inverse par rapport aux ESN, c'est-à-dire que les consultants métiers, eh bien, se sont dotés de compétences technologiques dans la data, dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, dans tous ces domaines. Et ça m'inspire aujourd'hui deux questions, et là encore, c'est des questions plutôt pour la table ronde. D'abord, c'est une vieille question. Est-ce qu'il y a un optimum de taille dans les activités de conseil? Est-ce qu'avoir 500, 1000, 10 000 consultants, c'est plus puissant que d'avoir un petit groupe de consultants très spécialisés? Est-ce que c'est gérable? Et puis, il y a le sujet de l'internationalisation. Beaucoup de sociétés françaises brillantes sur le marché français sont encore très faibles à l'international. D'abord parce qu'elles ont peu de compétences internationales en leur sein, et aussi parce que l'international, c'est compliqué. Et je voudrais vous livrer une partie de mon expérience. La tentation de beaucoup de sociétés de conseil, c'est de commencer petit à l'international. Quand on commence petit, on finit petit, et on achète des problèmes. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était plus facile d'acheter des grandes sociétés que des petites. Pourquoi? Parce que le management de ces grandes sociétés est plus facile à intégrer, parce que les bases clients collent mieux entre elles, et parce que les synergies sont plus importantes. Les petites sociétés, elles ont une dépendance trop forte, très forte à un dirigeant, très compliqué de les intégrer. Donc acheter une petite société, c'est acheter des problèmes. Acheter une petite société à l'étranger, c'est acheter encore plus de problèmes. Mais voilà, je terminerai là-dessus en vous disant que j'ai été heureux de vous parler ce soir, et j'espère que les tables rondes vont apporter les réponses à beaucoup de questions que vous avez. Merci.